Et bonjour à tous. Bonjour Xavier. Salut Christophe, bienvenue pour notre workshop, peut-être pas hebdomadaire, mais en tout cas qui fait partie d'un de ceux mensuels qu'on organise régulièrement. L'idée aujourd'hui, c'est d'aborder le sujet autour du SaaS, autour de Dora, autour de Nice 2, des sujets qui restent d'actualité de façon intéressante. Donc je suis Xavier Stern, je suis en charge des pays francophones. Je suis accompagné de Christophe, qui est mon binôme sur toute la partie technique. Donc, bon, on va démarrer. Et puis, bien sûr, l'ensemble en fait des présentations, vous pourrez les retrouver en vidéo directement sur notre site web. Pour rappel, hein, comme vous avez pu le constater, j'espère déjà, vous avez pu constater qu'on a un petit bouton en bas à gauche pour maintenant mettre le site IQ en français, qui vous permet comme ça de retrouver l'ensemble des documents, des datasheets et autres qui sont traduits dans notre langue. Voilà, donc pour rappel, qui est IQ? IQ, on est une société américaine, on est basé à Boston. On a la particularité d'avoir notre centre de développement qui est en Europe, donc en Slovénie pour être précis, où sont 80% de nos équipes et qui vont justement apporter une solution de sauvegarde, enfin des solutions de sauvegarde pour répondre aux différents besoins. Donc on est détenu par des fonds américains, soit purs financiers comme Bain Capital, soit des investisseurs technologiques comme Atlassian, comme Cisco, comme Okta. Ce qui est important pour nous, c'est d'apporter une solution de sauvegarde simple et facile à utiliser, mais surtout avec un haut Net Promoter Score élevé, c'est-à-dire une qualité de service aussi bien au niveau des produits qu'au niveau du support, ce qui se retrouve de plus en plus au sein de je dirais des gens qui font des analyses en fait sur le monde de la sauvegarde, où IQ est de plus en plus nommé comme étant un leader de la solution. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'on est visionnaire au niveau du Gartner, c'est que globalement, en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on voit bien qu'IQ a évolué avec le temps et évoluer par rapport au fait que justement, on part d'un milieu à l'origine qui est autour de l'on-premise, autour de Nutanix, qui nous a amené à aller vers le monde du cloud aujourd'hui pour protéger les cloud providers type Google, Azure, AWS, et également avec une approche complètement différente vers le monde du SaaS. Donc ça, c'est une approche qui est assez intéressante, qui a amené IQ à se poser la question, OK, c'est bien d'aller vers le monde du SaaS, ça c'est une chose qui est importante. Mais comment on va protéger les environnements en fait SaaS par rapport au fait qu'il y en a de plus en plus? Alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, de voir, c'est que justement, en fait, aujourd'hui, il y a des normes en fait qui sont apparues et qui peuvent nous interroger sur le fait de comment on peut protéger ces différents environnements. Alors, pourquoi on parle aujourd'hui de Nice 2, de Nora? Alors, ce qui est important, c'est que les règles ont commencé à démarrer déjà en fin 2024. La dernière, c'est Dora qui a démarré en janvier 2025. Mais rappel des bonnes règles en fait de législation au niveau européen. Donc aujourd'hui, pour rappel, hein, donc Nice 2, ça a bien largement démarré depuis octobre 2024. Maintenant, c'est une directive européenne qui doit se mettre en application au niveau de chaque pays membre de l'Union européenne, mais qui rappelle, on va dire, différentes données en fait euh, pour justement l'ensemble des secteurs d'activité. Hein, donc, c'est pas seulement spécifique à un marché. euh, pour protéger contre la vulnérabilité, contre les attaques de ransomware ou d'autres menaces cyber qu'on pourrait rencontrer. Donc ça, c'est l'approche qu'on va rencontrer sur la partie NIS 2. Sur la partie DORA, qui est plus spécifique au monde bancaire, aujourd'hui, c'était mis en place dès le 17 janvier 2025. Et de la même façon, on va s'intéresser à cette réglementation euh, qui est mise en place pour justement, pour nous, appliquer plutôt des bonnes règles de sécurité, mais qui vont voir, ce qui est important à voir, c'est qu'il va y avoir des conséquences en fait par rapport à l'application en fait de ces différentes directives et règlements. Donc, important à voir, hein, c'est que globalement, il peut y avoir des conséquences financières. C'est pas juste on se concentre pas juste sur les théories, on va dire, d'un règlement, mais également le fait que si aujourd'hui on n'a pas mis ça en place, eh ben, on peut se retrouver avec des connaissances financières par rapport à un pourcentage du revenu si on n'est pas en conformité avec DORA. Ça, c'est un premier point important. Le deuxième point, c'est les engagements des responsabilités personnelles au niveau des dirigeants. Ça, c'est des points. Et puis surtout, le dernier point, c'est si on se dit qu'on n'a pas mis ça en place, c'est la perte de confiance qu'on peut avoir vis-à-vis de ses propres clients qui vont utiliser en fait cette solution-là. Donc ça, c'est les points qu'on peut rencontrer autour de des différents axes. Alors,
ce qu'on peut retrouver, et à la limite, Christophe, si tu veux, tu peux en parler en fait au niveau des plannings, comment ça peut se mettre en place par rapport à ça. Ouais, c'est super intéressant. Juste avant de parler de cette partie planning et BCDR, qui sont des points, hein, qui touchent directement à la sauvegarde, il faut rappeler, hein, aussi l'une des raisons pourquoi Dora et NIS 2 sont des sujets qui deviennent importants, c'est aujourd'hui les cybermenaces ne cessent de grandir. Les gens ont de plus en plus de services informatiques qui ne sont pas hébergés au sein de leur data center. Et donc, il y a eu un relâchement de la responsabilité sur cette partie-là. Cependant, ce relâchement de la responsabilité, il a des impacts non pas uniquement pour les entreprises, mais il a des impacts à un niveau étatique. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, typiquement, si vous êtes une société en charge de l'eau et que vous faites pirater, ben, potentiellement, vous pouvez avoir toute votre région qui va être impactée, si vous êtes dans l'énergie, si vous êtes dans le secteur bancaire. Donc, c'est aussi pour ça, l'une des raisons pourquoi on a ces réglementations qui ont été mises, c'était il fallait remettre de la responsabilité d'un point de vue important et rappeler l'importance de protéger ces systèmes informatiques. Alors par rapport à ça, maintenant si je reviens sur les slides, en fin de compte, tout ce qu'on nous demande, c'est, je dirais, de la bonne séance. Donc des choses qui sont communs dans le monde de la sauvegarde, qu'on a souvent entendu dire, dans la gestion de projets, dans la gestion de la donnée, et ben, c'est devenu des règles maintenant qui sont liées à Dora et à NIS 2. Alors typiquement, sur la partie planning, ça va surtout être une partie identification et documentation afin de bien connaître ses assets, de bien savoir comment sont gérés ces assets, comment sont déployés ces assets, et bah, en cas de panne, pouvoir contacter les bonnes personnes, savoir ce qu'il faut redéployer, quels sont les impacts en cas de risque, et tout ça. Donc ça va être sur la partie planning. Et si on va maintenant sur la partie BCDR, qui est notre cœur de métier, bah, est-ce que ces différents assets que j'ai détectés, protégés, documentés, où j'ai des contacts, est-ce que ces assets-là, j'ai pensé à les sauvegarder? Est-ce que j'ai une méthode de restauration? Est-ce que je les sauvegarde de façon résiliente et en accord avec les règles de Dora et de Nice 2 qui reprennent très simplement, hein, les règles du 3-2-1. Donc les règles du 3-2-1 qui disent au moins 3 sauvegardes sur 2 localisations, dont une à l'extérieur. Et par rapport à tout ça, bah, est-ce que je fais de l'assessment? Est-ce que je fais des tests de restauration? Est-ce que je fais des tests de pen testing et autres? Et donc, on en arrive à dire comme je disais juste avant, on reprend une bienséance, des choses qui devraient être un standard, qui potentiellement le sont sur vos serveurs que vous avez d'un point de vue infrastructure au sein de vos DC, mais qui ne touchent pas tout ce que vous avez hors de vos DC. Et aujourd'hui, bah, ça va inclure ce que vous avez dans vos DC et hors de vos DC. Alors, ce qui est important à voir, hein, c'est que ce qu'on aime bien voir, c'est qu'il y a eu quand même une évolution en fait. Il y a 15 ans, tout était un peu comme dans un château fort. On était au centre de la donnée et il n'y avait pas trop de problèmes, on va dire, pour arriver à protéger son château. Euh, Ce qui est important à voir, c'est qu'aujourd'hui, les applications, comme on peut le voir, se sont déployées un peu partout. Aujourd'hui, on n'est plus dans un modèle unique avec une protection, une visibilité facile pour voir les assaillants. Aujourd'hui, en fait, nos applications tournent de partout, partout dans le monde, par rapport aux différentes applications. On ne réside plus sur un seul data center. Euh, donc, aujourd'hui, cette approche-là, c'est un des avantages incroyables qu'on a pu développer, cette flexibilité, alors qu'on peut retrouver d'un point de vue OPEX, hein, c'est-à-dire que globalement, c'est facile, on est dans des modes de souscription, on va acquérir l'usage par rapport au métier. Mais comment on va se protéger par rapport à ça? Donc, c'est l'évolution qu'on a pu apparaître avec le monde du cloud, mais avec le monde du SaaS, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la vraie question, c'est comment on va être obligé, comment on va pouvoir se protéger dans un monde beaucoup plus ouvert que par le passé, il y a 15 ans en arrière. Donc, ça, c'est un point important. Et donc, naturellement, en fait, comment on va pouvoir cartographier, en fait, ces différentes applications qui travaillent avec nous. Euh, Ça, c'est important de voir cette partie-là. Christophe, tu veux en parler? Ouais, Je sais que tu aimes ce bien ce qui est style-là. important, c'est ce slide, de toute façon, il parle par lui-même, hein. C'est souvent la face visible de l'iceberg. Bien souvent, quand on va parler d'applications, on va connaître une partie des applications qui sont utilisées, mais pas tout. Je vais prendre un exemple très simple qui est AWS. AWS, quand on va parler d'AWS, bah, tout le monde va penser à de la machine virtuelle, va éventuellement penser à du stockage S3. Mais beaucoup de gens oublient toutes les sous-couches que vous pouvez avoir dans un cloud AWS, votre VPC, votre IAM, votre base de données as a service, votre data lake, vos S3. Donc, pas mal de choses que potentiellement vous avez et qui ne sont pas pris en compte d'un point de vue gravité et importance de la donnée. Et on va retrouver la même chose.
sur des environnements Atlassian. On va souvent se focuser sur Jira et sur Confluence, mais on va pas penser au Bitbucket, on va pas penser au tempo qu'on va avoir. Et ça, c'est le quotidien. Le quotidien, c'est de se dire, on se concentre sur ce qu'on connaît, on se concentre sur la phase visible de l'iceberg. Cependant, on a pris des modules en plus dans notre infrastructure parce qu'on en a besoin. Mais est-ce que ces modules-là, quand on les a pris, on a pensé à les sauvegarder? Et donc, bah, ça, demain, on va pouvoir l'adresser de différentes façons. Typiquement, il y a des solutions comme Atlassian qui existent et il y a des partenaires qui sont spécialisés par rapport à ça avec Atlassian, notamment si vous utilisez Jira Asset Management et autres, vous allez pouvoir faire une liste de vos assets, vous allez pouvoir vraiment tenir à jour un inventaire clair de votre cœur, dans votre parc, vous aurez un vrai ITSM. Et en parallèle, vous allez pouvoir interconnecter des outils comme IQ pour créer des sauvegardes, pour tracer ces sauvegardes, pour avoir des plans de suivi de comment vous administrez votre IT. Et donc, vous, votre rôle, comme je le disais, en amont, c'est de cartographier et lister, et en aval, c'est de protéger et tester. Donc ça, c'est au niveau effectivement du rôle qu'on peut avoir. De la même façon, d'un point de vue conformité, hein, je pense qu'également, on doit s'assurer effectivement que notre plateforme, elle répond bien à ses besoins de conformité et qu'on protège bien l'ensemble de nos outils qui vont Ouais. avoir de la donnée qui va être dedans. Alors, ce qui est important par rapport à ça, et j'insiste, quand on voit le titre qui est en bas dans l'adresse email là, sur ce petit PowerPoint, ça termine par Security Shared Responsibility. Le Security Shared Responsibility, c'est quelque chose dont tout le monde entend parler, en théorie, que tout le monde connaît, mais dont très peu de personnes prennent en compte. C'est la fameuse petite étoile qui est en bas du contrat que vous signez quand vous allez dans le cloud qui dit, attention, votre rôle, c'est d'utiliser notre plateforme, mais votre responsabilité, c'est votre donnée. Et donc, en clair, quelle que soit la solution cloud, SaaS que vous allez utiliser aujourd'hui, que vous allez utiliser demain, eh ben, c'est comme pour vos infrastructures on-premise. C'est vous qui êtes responsable de la donnée qui tourne sur ces infrastructures. Vous utilisez une solution dans le cloud, vous devez protéger cette donnée. Si je dois faire une comparaison, qui est souvent faite par Xavier, à l'époque, quand vous avez une application hébergée chez vous dans votre data center, eh ben, ce n'est pas la personne qui vous vend l'application qui vous offre la sauvegarde de votre environnement applicatif dans votre data center. On vous dit, voilà, moi je t'ai vendu telle application. Cette application doit tourner sur un serveur Windows, Linux avec une base de données X ou Y. Et la discussion s'arrête là. C'est vous qui êtes en charge de faire de la restauration. Si votre data center brûle, ce n'est pas de la faute du responsable applicatif. Et ben dans le cloud, c'est exactement la même chose. Dans le monde du SaaS, c'est exactement la même chose. Bien évidemment, ils ont des mécanismes de haute disponibilité, de résilience et ainsi de suite, mais tant bien même que demain, vous devez restaurer votre application entière à un moment donné, juste un objet, juste un ticket, juste un utilisateur, là, vous n'êtes plus dans leur responsabilité, c'est votre responsabilité à vous. Et donc, votre rôle, il est bien de comprendre le risque et la sensibilité de votre donnée. C'est vraiment ce que ça veut dire. Vous devez vous assurer de cette résilience. Si vous n'êtes pas capable de vous assurer de cette résilience, bah, ils ne le feront pas pour vous. On peut faire un comparatif avec l'image qu'on a, qui n'est pas du tout dans l'IT, mais avec l'image d'un garage où on va garer sa voiture quand on va dîner le soir, en fait. On va bien dans le garage, on gare sa voiture, on peut la garer pendant qu'on va dîner le soir, hein, et on s'attend bien sûr que notre voiture à la sortie, ben, elle soit disponible, c'est-à-dire qu'en gros, elle soit toujours là, qu'elle soit pas endommagée, que globalement, en fait, on a utilisé un service avec une carte de crédit. Bref, on a une disponibilité, la disponibilité d'avoir une place de parking. Ça, c'est vrai. C'est le principe du garage. Par contre, le garage, lui, qu'est-ce qui se passe si vous laissez votre ordinateur portable dans votre voiture, que vous laissez votre fenêtre ouverte, que globalement quelqu'un raye votre voiture? Ben dans ce cas-là, en fait, le garage, il vous le dit simplement, hein, il n'est pas responsable. Ah, c'est Il a votre bien mis assurance. tous les moyens en ordre pour vous protéger votre voiture, mais il n'est pas responsable par rapport au fait que si demain vous faites voler votre ordinateur dans le garage. Ben, ça peut ressembler un peu au modèle qu'on a dans le monde des applications. Alors, si on regarde un petit peu les exigences autour de Dora, parce que ça touche pas mal la partie justement sauvegarde, donc on sait, on n'est pas des experts, on rappelle, hein, on n'est pas, je suis pas juriste, Christophe non plus, mais malgré tout, on a quand même vu deux, trois points importants et on vous invite à lire hein, parce que c'est publié, hein, c'est pas spécifique à ça. Mais si on regarde en fait, qu'est-ce qu'on peut retrouver, comment on peut voir les exigences qui sont attendues par Dora et comment la sauvegarde en fait bah, doit être regardée par rapport à à cette nouvelle réglementation. En fait, il y a un premier point en fait qu'on va retrouver, c'est l'article 11. En fait, l'article 11 qui dit que globalement, en fait,
on se doit en fait de prévoir et de prévenir en fait et d'avoir une réponse pour protéger les différents devices qui vont utiliser en fait nos données, tout simplement. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est l'article 11, mais qui surtout dit en gros qu'il doit être en accord avec l'article 12. Alors, qu'est-ce qui est justement dans cet article 12, hein? L'article 12, bah, ça reprend en fait que globalement, en fait, nos données se doivent d'avoir un minimum de backup avec des fréquences, en fait, tout ce qu'on connaît bien dans le monde de la sauvegarde, hein. Euh, Christophe, tu peux en parler, mais c'est la règle des 3-2-1, hein. C'est tout ce que vous connaissez dans le monde de la sauvegarde. Voilà, c'est la base. Donc, pour les gens de l'infrastructure, c'est quelque chose qui est commun. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus, on parle avec des gens des côtés métiers ou côté applicatif qui ne connaissent pas forcément ces règles. Et donc, les règles dans le monde de la sauvegarde, c'est assez simple, hein. Vous devez au moins avoir trois sauvegardes, donc trois jeux de sauvegarde. Alors, prenons le premier point, séparer les sauvegardes de la source. Voilà, séparer les sauvegardes dans la source. Donc là, c'est le fameux 2, donc c'est dans le 3 2 1. Donc il dit que je dois avoir ma sauvegarde sur un endroit, mais également sur un deuxième endroit, et un à l'extérieur. Donc surtout, ce qui est important, c'est de dire, on ne met pas sa sauvegarde là où on a sa production. Alors ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais euh, quand vous avez un environnement on-premise, typiquement du VMware, personne ne va partir du principe qu'un snapshot VMware est une sauvegarde. Parce qu'on se dit non, le snapshot, il est sur mon environnement de production. Si mon environnement de production tombe, je perds mon snapshot de ma machine virtuelle. Et ben dans le monde du cloud, c'est pareil. Bien souvent, ce qu'on va vous présenter comme de la sauvegarde quand on vous présente quelque chose, et là c'est déjà grand, ça ressemble à du snapshot, ça ressemble à de la corbeille. Mais ça signifie malgré tout que si cet environnement est détruit, vous perdez tous les snapshots ou toute la corbeille qui est associée. Si votre dump de base de données est à côté de votre base de données de production, bah, si le stockage tombe, vous perdez la base de prod et la base de dev. Et donc, ce fameux de avoir la sauvegarde hors de l'environnement de production, c'est juste une logique. C'est juste pour dire, bah, si la production brûle, on ne perd pas le backup. Euh, voilà. Donc ça, quand on regarde bien, il y a des tests à faire. Mais globalement, ce qui est important bien à noter, hein, c'est que la règle mise en place de Dora rappelle que globalement, qu'on ait des données dans le cloud, dans le SaaS, partout, en fait, on se doit de respecter ces règles euh, et qu'on se doit d'avoir une logique, hein, c'est-à-dire un peu comme on prenait l'exemple tout à l'heure du garage, on se doit d'avoir une assurance, on se doit d'avoir mis en place des choses dans son entreprise. Donc, je pense que c'est important. Et pourquoi c'est important et pourquoi nous, aujourd'hui, on aborde ce sujet-là, en fait, hein, parce que quand on regarde bien, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que propose IQ? Donc, on vous a dit, on est un outil de sauvegarde, hein. Donc, globalement, en fait, on a mis en place une solution dédiée au monde des applications SaaS. Alors pourquoi par rapport à ça? Et pourquoi? Parce que quand on a une fois qu'on a dit ces règles qui existent, ces réglementations, qui au-delà de la réglementation, pour moi, c'est plutôt du bon sens de se poser la question, si mes données ont une criticité, est-ce qu'elles sont bien protégées dans mon entreprise? Bah, les études montrent que globalement, il y a trois quarts des données qui ne sont pas protégées dans l'entreprise. Alors on dit, ouais, c'est pas possible quand même. Mais si on prend l'exemple du château fort avec une autre vision des choses, mais globalement, ça revient à ça, c'est de dire qu'il y a 20 ans, il y a 15 ans, on était bien que dans un monde d'un data center. Mais qu'aujourd'hui, le monde du SaaS dans l'entreprise, effectivement, a pris de plus en plus de place au sein même de nos entreprises. Alors, bah, est-ce que ça nous concerne tous? Est-ce qu'on est tous positionnés par rapport à ça? Bah, globalement, les études, qu'elles soient européennes ou américaines, disent à peu près toujours la même chose, hein. C'est plus de 200 applications SaaS sont dans les entreprises. Alors, ça paraît beaucoup, effectivement, mais quand on interroge à chaque fois les clients, on se rend compte qu'on en a vite 50, 60, et peut-être parce que j'ai que quelques utilisateurs qui utilisent un produit. Par contre, quand on interroge en fait différents de les clients, bah, tous disent à peu près la même chose, hein. C'est que globalement, cet aspect sécurité, cet aspect sauvegarde en fait de mes données, normalement pour eux, il est protégé par le vendeur. Il est protégé par celui qui tient notre garage. Voilà, c'est celui-là. Euh, Alors que dans le monde du on-premise, on ne se posait pas la question. On maîtrise complètement en fait notre environnement et on l'assure. On assure la sauvegarde, on assure la sécurité, on assure l'ensemble de nos données. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge justement les éditeurs de SaaS, qui amènent justement ces solutions. Ils disent à peu près tous la même chose. Dans notre Share Responsibility Model, comme mon garagiste tout à l'heure, enfin, mon fournisseur de parking, on va dire plutôt, il n'est pas garagiste, bah, globalement, en fait, il n'est pas responsable. Voilà. Bah, lui, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez souscrit un outil SaaS. Il n'est pas responsable de vos données propres par rapport à ça et ni d'être capable de vous rendre la donnée à l'instant où ça va vous intéresser. Donc, l'approche d'IQ a été de dire aujourd'hui,
comment on va pouvoir répondre à ça? On a créé une plateforme qui s'appelle AirCloud. AirCloud, c'est un concept qui est assez simple, hein. C'est d'être capable de créer des plugins pour sauvegarder les applications SaaS du marché. Alors, des applications SaaS, comme vous l'avez compris, il y en a beaucoup, hein. Il y en a 10, 20 000, donc il y en a trop. Aujourd'hui, l'idée, c'est de créer une plateforme no-code qui va permettre à nos équipes IQ de développer des plugins par rapport aux applications SaaS du marché, ça c'est le premier point. De créer cette capacité de pouvoir apporter des solutions granulaires, d'être capable de restaurer le document, le fichier, l'élément clé en fait que j'ai besoin et de vous apporter une solution dans un modèle également SaaS. Euh, donc ça, c'est comment on va fonctionner. Et en fait, le principe, il est assez simple, hein, c'est que chacun va venir avec son intelligence. IQ va apporter sa compétence dans le monde de la sauvegarde, va être capable de dire, OK, bah moi, qu'est-ce que tu as besoin de restaurer? Chez toi, ce qui est important de restaurer, c'est seulement des opportunités. Chez toi, c'est des tickets. Chez toi, c'est des configurations, etc., etc. Et ça va nous permettre, en fait, d'apporter une solution clé en main dans un catalogue d'applications qui va être proposé, sauvegardé par IQ. Donc là où c'est assez intéressant, là où IQ est innovant, de nouveau, hein, c'est de répondre à un besoin qui est aujourd'hui de couvrir un ensemble de solutions qui ne sont pas seulement on-premise, qui ne sont pas seulement dans le cloud, mais qui sont également complètement dans le SaaS. Donc ça permet aujourd'hui de couvrir une centaine environ d'environnements, cloud, SaaS et autres, et avec IQ pour permettre de répondre aux besoins. Et sachant qu'on est bien conscient côté IQ qu'on ne couvre aujourd'hui qu'une partie très faible de l'ensemble des applications du marché. Mais par contre, ça vous invite à vous poser la question, c'est est-ce que l'outil que j'utilise, Miro, parce que je fais du marketing dans mon entreprise européenne. Si demain, je perds un document, si demain j'ai besoin de restaurer la version 2 de mon document que j'ai fait la semaine dernière, est-ce que je suis capable de le restaurer? Est-ce que je suis capable de le retrouver? Et surtout, est-ce que je suis capable de récupérer ma donnée après le temps de la corbeille dépassée? Et si je l'ai supprimé involontairement moi-même dans mon outil? Je pense que c'est une question à se poser et vous serez, je pense, malheureusement, je dirais, un peu surpris de constater que souvent, ce n'est pas prévu et pas en place. Alors, le principe côté IQ, comme on vous l'avait dit, hein, c'est un catalogue. Christophe va vous le montrer hein, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Euh, Globalement, vous avez différentes applications. Là, on a pris l'exemple avec le monde Atlassian. Vous allez sélectionner l'outil qui vous intéresse, Bitbucket, Confluence, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque solution va être différente. Ça veut dire que si j'utilise du Jira, je vais m'intéresser à restaurer je sais pas moi, des projets, des configurations, alors que si je veux restaurer du Confluence, je vais m'intéresser au site, au space, etc. Donc, les données sont pas obligatoirement les mêmes en fonction des produits. On peut prendre un autre exemple avec le monde d'Octa, hein, où là, je vais sauvegarder mes configurations. En fonction de si je veux restaurer euh, mes équipes internes ou mon service client, on va bien voir que les éléments clés ne sont pas les mêmes à restaurer. Donc ça, c'est le principe d'IQ et effectivement, on va vous apporter justement cette vision globale pour voir les différentes applications qui sont couvertes en fait chez vous. Donc ça, c'est des choses qui sont faciles à mettre en œuvre, faciles à tester et qui vont vous permettre justement de respecter ces différents règlements. En tout cas, vous posez la question de vous dire, est-ce que je suis bien, mes données sont bien critiques, est-ce qu'elles sont bien protégées, est-ce que l'outil que j'utilise ne m'apporte pas seulement de la disponibilité. Christophe, je te laisse reprendre la main et me montrer peut-être à quoi ça ressemble, peut-être Avec en 10 plaisir. minutes, un quart d'heure, et puis Alors, après on passera aux questions-réponses. Stop mon partagez. partage. Vas-y, hop, Et normalement, tout le monde peut voir mon écran. je te confirme. Tu me confirmes? Ouais, Merci, Xavier. Alors, juste avant de commencer, moi, je voudrais juste revenir sur un petit point. Vous avez une zone de Q&R, donc vous pouvez poser des questions. Pour à la fin, on les regardera, on vous répondra. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à soit la noter directement dans le chat ou sinon aller dans la zone Q&R. Et si vous faites ça en live pendant que je présente, ben, Xavier regardera et pourra même m'interrompre et me poser les questions. Donc, n'hésitez pas. Alors, ce que vous voyez là, mon écran, donc du coup, c'est AirCloud. AirCloud, c'est notre plateforme SaaS qui permet de détecter, de backuper vos applications SaaS. Donc aujourd'hui, on fait un focus sur le monde du SaaS. Tout ce qu'on vous dit, ça vaut également pour la partie on-premise, bien évidemment. La seule différence, et pourquoi est-ce qu'on insiste sur le SaaS, c'est parce que c'est un peu malheureusement la partie oubliée.
Mais toutes ces bonnes séances dont vous parle, nous, on les applique également sur le monde on-premise. Si vous avez du VMware, du Nutanix, des solutions Microsoft on-premise, on peut vous accompagner dans cette sauvegarde. Donc, notre solution SaaS, elle est très simple. Vous la prenez, vous l'activez, vous vous authentifiez sur notre plateforme. Donc, on supporte plusieurs modèles d'authentification en alignement avec vos paramètres de sécurité, de l'Okta, du Google, du Microsoft, de l'IDP, du SAML. On va vraiment pouvoir se connecter avec différentes options sur notre plateforme. Une fois que vous êtes connecté, à condition que j'arrive à me connecter, désolé pour l'effet des mots. Toujours sympa l'effet démo. Ouais, surtout quand ça tombe sur toi. Ouais, toujours, c'est le principe, hein. Et là, bon, c'est aujourd'hui, c'est ça? Voilà, là c'est aujourd'hui, ça marchait ce matin. Voilà, Formidable. ça passe. Donc, une fois qu'on est connecté, on arrive sur notre environnement. Et donc, ce qui est très important dans cette approche, c'est, on en a parlé en introduction, donc c'est la cartographie de vos applications. Nous, ce qu'on va vous proposer côté IQ, c'est de nous fournir votre identity provider. Donc, cet identity provider, ça peut être Okta, ça peut être Entra ID ou un autre. Et donc, si vous nous le fournissez, nous, on va être capable de dire, on détecte que via Okta, via Entra ID, vous utilisez toutes ces applications. Du Redis, du Terraform, de l'Okta, du BigQuery et plein d'autres services. Et donc, on va vous donner un premier niveau d'information sur qu'est-ce qui dépend de votre méthode d'authentification. Est-ce que oui ou non, il faut protéger votre méthode d'authentification? Petit teasing, la réponse est oui. Et qu'est-ce que nous, on est capable de protéger et de ne pas protéger? Et si jamais on n'est pas capable de protéger une application que vous avez parce qu'on ne l'a pas encore développée, vous avez la capacité, vous, de dire, bah, ah, j'ai du Slack, bah, j'aimerais bien faire un request module pour Slack. Je pense qu'hier soir, il y a pas mal de personnes qui se sont posées cette question. Je ne sais pas si on a des utilisateurs de Slack actuellement en ligne, mais hier, on a vécu une coupure de Slack qui a duré un peu plus de 2 heures. Et je sais que moi, personnellement, je me disais, bon, bah, j'espère que je ne vais pas perdre de données parce que j'ai des choses, des conversations assez intéressantes sur Slack que j'aimerais pas perdre. Par chance, on a tout récupéré, mais pendant 2 heures, hier, on n'avait pas de Slack. Donc, le request module pour backuper son Slack. Une fois qu'on a vu ça, bah, chez IQ, nous, on va dire, OK, très bien, vous avez vos applications. Maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez protéger? Bah, votre protection elle va très simplement s'articuler au travers de notre marketplace. Au travers de notre marketplace, vous allez pouvoir décider quels produits vous souhaitez protéger, soit par exemple des produits de la famille Amazon, des produits de la famille Google, produits de la famille Atlassian, du Salesforce, du Notion, du Miro, du Circle. Si vous faites un peu de d'IA, du Redis, du Pinecone, si vous êtes dans un service juridique, du DocuSign, service marketing, du Miro, du ClickUp. Donc, on va vraiment s'y retrouver. Les développeurs du GitHub, du GitLab, du Bitbucket, par rapport à différents modules. C'est une plateforme qui est en CI/CD, donc on est en développement continu et on continue de proposer des nouvelles applications chaque mois. L'idée, ça va être de dire, vous prenez votre application, vous décidez de la protéger et ensuite à les protéger naturellement au travers de IQ. Par exemple, si je veux protéger une application de type, je sais pas, je vais prendre un produit Atlassian, tiens. Je veux protéger mon Atlassian Jira Software, qui est le plus connu. Bah, je vais dire OK, moi ça m'intéresse, je clique sur Configure, et bah, on va me demander très simplement de fournir une clé API, de fournir un nom d'utilisateur et le nom de mon domaine. Et par rapport à ça, IQ va être capable de se connecter à votre environnement client et de faire de la sauvegarde. Alors c'est super important parce que qu'est-ce que ça signifie en arrière-plan? Ça signifie que vous pouvez très simplement déjà protéger une majorité des applications que vous avez dans le cloud. Deuxièmement, ça signifie que vous n'avez pas besoin d'être un expert en sauvegarde pour protéger ces applications. Et le troisième point, c'est que si vous, vous êtes du côté métier, mais pas du côté sauvegarde, bah, vous n'avez pas besoin d'être un expert non plus côté métier ou côté sauvegarde pour faire cette protection. C'est vraiment à la croisée des chemins, on a construit quelque chose qui est simple à appliquer, aussi bien si vous êtes du métier que si vous êtes de l'infrastructure. Quand votre application elle a été ajoutée, elle va apparaître dans la liste des applications SaaS. Vous allez pouvoir définir un repository de sauvegarde, donc un endroit où on va stocker les backups. Donc là, vous êtes libre de choix, hein, comme on dit freedom of choice. Vous pouvez mettre vos backups soit dans un environnement Google, Azure, Amazon ou dans n'importe quel environnement de type S3. Et bientôt, on proposera encore plus d'options par rapport à ça. Notre point de vue à IQ, c'est que vous devez être le propriétaire de vos données. Donc nous, on agit comme un ordonnanceur,
On prend les données de votre environnement de production et on les envoie sur un stockage qui vous appartient et c'est vous qui avez le contrôle de la durée de rétention de vos sauvegardes. Et c'est vous qui avez le contrôle également de vos données. Bien sûr, on va vous inviter à chiffrer cette sauvegarde. Ça va être fait par défaut par IQ en AES 256 et potentiellement, vous pouvez mettre du lock pour dire que les sauvegardes ne peuvent pas être effacées avant un certain délai. Pour faire ces sauvegardes, on va respecter encore une fois des recommandations de Dora et de NIS 2. Vous allez très simplement créer des politiques de sauvegarde. Ce que dit Dora et NIS 2, c'est que chaque asset doit avoir des rétentions en alignement avec sa criticité. Donc potentiellement, si vous avez de la donnée critique, bah, vous allez dire, moi, cette donnée, je vais la backuper une fois par heure, une fois par jour. Et pour vos assets qui ne sont pas critiques, vous allez peut-être être moins agressif avec une sauvegarde tous les 2 jours, une sauvegarde toutes les semaines. Peut-être que pour les données critiques, vous allez avoir 2 points de sauvegarde, un point sur un stockage A, un point sur un stockage B. Et pour les données non critiques, vous n'aurez qu'un seul point de stockage. Pour les données critiques, vous allez faire de la rétention longue avec des backups mensuels, des backups annuels. Pour les non critiques, vous allez juste garder 30 jours. Donc, c'est vraiment par rapport à vos besoins, par rapport à vos assets, par rapport à vos usages, que vous allez à chaque fois pouvoir customiser votre rétention de la sauvegarde. Et dès le moment où vous avez répondu à ça, donc je rappelle, hein, ajouter mon application SaaS à partir de la marketplace, ajouter un stockage pour mon backup et créer une politique de sauvegarde, bah, à partir de là, vous allez pouvoir avoir la protection de vos données en alignement avec votre besoin. Donc moi, je vais aller sur mon tenant engineering. Ça, c'est assez intéressant aussi. On a une solution multi-tenant. Vous avez potentiellement une seule équipe de sauvegarde chez vous, mais vous avez plusieurs métiers. Vous avez une équipe engineering, vous avez une équipe marketing, une équipe DevOps, une équipe logistique. Vous n'allez pas gérer 5 consoles de sauvegarde pour ça et autant de produits, ça va encore grossir. Nous, c'est une seule console. Chaque tenant est indépendant. Donc, j'ai mon équipe engineering qui ne voit que la donnée de l'engineering, mon équipe logistique que la donnée de la logistique, pareil pour marketing. Et je peux faire du multi-accès. Je peux donner des accès à chaque personne sur son tenant pour voir sa donnée, soit avec des modes administrateurs, des modes viewer, des modes restore opérateur, très simplement. Et donc là, typiquement, si j'ai des accès engineering, je vais voir le tenant engineering et je vais pouvoir très simplement restaurer de la donnée que j'aurai dans mon Jira Service Management. Il suffit que je sélectionne mon point de sauvegarde. Donc là, j'ai un point de sauvegarde Jira Service Management. Je le sélectionne. Et si je clique sur Restore, et ben, ça va me dire, voilà, qu'est-ce que tu veux restaurer? Ben, moi, je veux restaurer tout mon SaaS ou je veux exporter ma donnée dans un format lisible. Et là, il dit, bah, sur Jira, tu peux soit restaurer un rule set ou un set automation rule. Sinon, on va en prendre un autre qui est un peu plus bavard. On va prendre du Jira Software. C'est Jira Software que je cherchais en fait. Alors, sur Jira Asset, on va aussi avoir pas mal d'options. Alors, Xavier, vous les avez fait voir tout à l'heure dans le tableau. Là, on va pouvoir restaurer de l'asset workspace, de l'objet, du schéma, du global status, et ainsi de suite. Sur Jira Software, vous allez pouvoir restaurer du ticket. Sur Okta, vous allez pouvoir restaurer de l'utilisateur, du groupe, des access rules. Et l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir vous protéger. Alors, j'insiste sur le sujet Okta Entra ID. Okta Entra ID, ça fait partie des choses typiquement qui sont pointées du doigt. Pourquoi? Parce que c'est le coffre-fort qui permet d'accéder à toutes vos applications. Si demain, votre solution d'identification est corrompue, bah, premièrement, vous perdez l'accès à vos applications. Et deuxièmement, vous pouvez avoir une vraie interruption business, même pour vos clients. Aujourd'hui, nous, on a des clients qui utilisent des solutions d'authentification pour leurs clients. Donc, typiquement, si vous vous connectez sur le portail de toto.com en tant que client, bah, vous avez besoin derrière d'avoir une solution d'identification. Bah, si ça tombe en panne, toto.com, il n'est plus capable de vous vendre des nounours. Ben, qu'est-ce qui se passe si pendant un jour, 2 jours, 3 jours, vos clients ne peuvent pas se connecter sur votre portail parce que la solution d'identification externe a été corrompue? Ben, notre devoir à nous, c'est de vous le restaurer. Donc c'est pareil, on va vous proposer de restaurer vos solutions d'identification avec la même simplicité. On parlait de traçabilité tout à l'heure, quand on a parlé un petit peu de Dora de Nice 2. Ben, il est important de pouvoir tracer tout ça. Donc nous, on va pouvoir tracer les différentes tâches de sauvegarde, bien évidemment, également les tâches de restauration. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir vous alimenter des outils externes. Alors, soit via la méthode de notification, donc je peux créer des notifications par email ou par webhook. Je veux qu'à chaque fois qu'un test de restauration est effectué, euh, informer mon ITSM Atlassian ou ServiceNow qu'un test de restauration a été fait pour tel asset. Bah, ça va être tracé. Du coup, quand j'aurai des auditeurs, je suis capable de prouver que j'ai bien fait mes tests de restauration parce que j'ai informé mon ITSM et que c'est tracé ou mon outil de ticketing.
Tout ça, on peut bien sûr évidemment l'interconnecter via les API. Donc IQ est une solution 100% REST API. Donc vous pouvez vous connecter à IQ au travers de ces API et aller collecter de l'information, alimenter un Grafana, alimenter un Splunk, un SIEM, très simplement au travers de nos API. IQ, c'est vraiment une solution API first. Si vous n'avez pas besoin si au niveau de reporting, bah, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a quand même un portail de reporting par défaut et je vais être capable de ressortir l'état de l'ensemble de mes sauvegardes, l'état de l'ensemble de mes tests de restauration très simplement au travers d'une interface de reporting qui est customisable à souhait. Donc, on vous présente les différents champs de la base de données et puis vous prenez ce qui vous plaît. Et par rapport à ça, vous construisez votre rapport et ce rapport, vous allez l'avoir tous les matins, toutes les semaines, tous les mois dans votre boîte mail. Voilà ce qui s'est bien passé, voilà ce qui s'est mal passé. C'est vraiment vous qui customisez sur les filtres également pour avoir un état de vos sauvegardes. Et comme je le disais tout à l'heure, et je rappelle, c'est important cette partie-là, c'est une solution multi-tenant, multi-user profile. Donc, je peux avoir des utilisateurs qui ne voient qu'un tenant, des utilisateurs qui voient plusieurs tenants, des utilisateurs qui voient tous les tenants, et dans chaque tenant avec différents niveaux d'accès qui sont différents et avec différentes sources d'authentification. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on a à mettre en avant. Et finalement, bah, ça, c'est une solution SaaS qui est opérée par IQ. Donc, vous ne prenez pas en charge la mise à jour de la plateforme, hein. C'est nous qui mettons à jour la plateforme, c'est nous qui sauvegardons même notre plateforme. Notre plateforme, elle est redondée, c'est important d'en parler parce qu'on parle de sauvegarde. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est inscrire vos assets, sauvegarder vos assets, et comme on dit pour les autres, vous êtes propriétaire de votre donnée, donc c'est à vous de fournir le bucket pour stocker vos backups. Cette solution, elle couvre les applications SaaS, vous en avez bien entendu parler, mais j'insiste, elle couvre surtout également tout ce qui est Google, Azure, Amazon. Ce que j'entends souvent quand j'entends parler d'hyperscaler, c'est oui, j'utilise les snapshots d'Amazon, j'utilise les snapshots de Google. Ce n'est pas du backup. Un snapshot VMware n'est pas considéré comme du backup. Un snapshot cloud n'est pas considéré comme du backup. Si vous effacez votre objet dans le cloud, ça efface les snapshots qui sont associés à cet objet. Donc ça, on tient à le rappeler. Malheureusement, c'est arrivé à des clients qui sont devenus clients après ça. On aimerait bien que nos clients signent avec nous pour d'autres raisons, qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas avant et non pas après. Donc voilà. Dora Nice 2, bonne pratique par rapport à la sauvegarde qui est de dire identifiez vos assets, protégez vos assets, protégez vos assets à l'extérieur de vos environnements de production. Faites des tests de restauration, tracez ces tests pour être prêt en cas d'audit et surtout être prêt en cas de panne, avoir une procédure claire de remise en état de vos services dans un délai qui a été défini en alignement avec vos RPO et vos RTO. Voilà si je devais conclure sur quelque chose. Merci. Petite question, parce que excuse-moi, j'avais le micro mute en fait. Euh, Dans le cas d'Entra ID, par exemple, si le compte de service lié au token est supprimé, cyberattaque par exemple, est-il toujours possible de faire des restores? Et si oui, quelle procédure? Alors, si le compte est supprimé, en fin de compte, nous, ça va nous bloquer nos backups. Mais dès le moment où vous reprenez la main sur votre environnement entre ID, ben, on va recréer avec vous un nouveau compte de service pour pouvoir se reconnecter à votre environnement entre ID. Et à partir de là, on pourra refaire les restaurations. Le fait de casser le compte, ça va juste nous casser la capacité de faire des backups et bien sûr également des restaurations, mais il suffit de rétablir cette connexion. Merci pour ta réponse. Ouais. S'il y a d'autres questions. Sinon, c'est que tu as été très clair, Xavier. Peut-être, hein, c'est En tout les derniers cas, jours de février, hein, donc, ouais. N'hésitez pas, nous, on est disponible pour vous accompagner, pour vous répondre plus en détail si vous avez des cas d'usage que vous souhaitez partager, étudier. On est toujours disponible. parfait. Bah, écoutez, si plus de questions pour aujourd'hui, on vous donne rendez-vous la Bientôt. semaine prochaine. Ça sera le 4 mars après-midi pour voir en fait la solution IQ plus cette partie on-premise.
avec Dell aujourd'hui, qui est aussi notre partenaire depuis qu'on a mis en place la partie data domaine, et Nutanix, bien sûr. Donc ça, c'est la partie on-premise qu'on va vous présenter la semaine prochaine, le 4. Et si vous êtes intéressé pour avoir un peu plus d'informations sur NC2 le matin à 11 heures, alors ce sera en anglais par contre, avec notre nouveau partenariat avec OVH qui a lieu le matin à 11 heures, une autre présentation, cette fois-ci en anglais, mais on en fera une autre en français dans les semaines à venir. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit à très bientôt pour échanger avec vous sur vos différents projets. Bonne journée à tous.